Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième journée des bouddhistes, des psychologues rencontres des bouddhistes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par François-Xavier Coll. Bonjour. Et Eric Murine. Bonjour. Alors on va commencer par les présentations. Je vous laisse dire quelques mots. Oui. Alors moi je m'appelle, comme François vient de le dire, je m'appelle Eric Murine. Je suis psychologue de formation universitaire, mais je suis aussi psychanalyste, donc en libéral. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. Merci. Voilà. J'ai travaillé. Peut-être vous pouvez vous rapprocher aussi. Il y en a pas. Ah, il est long. Merci. Donc j'ai travaillé dans le milieu hospitalier, dans un service de psychiatrie adulte pendant un temps. Ensuite j'ai travaillé pendant 25 ans dans le milieu associatif, dans une institution qui avait vocation à recevoir des personnes dites handicapées mentales, ce qui recouvre en fait une multitude de réalités différentes. Et parallèlement à ça, j'exerçais et j'exerce encore ma profession ma pratique de psychanalyste en cabinet. Ok. Moi, alors, je m'appelle François-Xavier Coll. Je suis psychologue clinicien. J'ai eu mon diplôme en 77 et je suis retraité maintenant. Mais je continue mon activité. Alors, brièvement, mon pedigree, j'ai fait psychologie clinique à Paris 5 à la Sorbonne et à l'Institut de la psychologie. Et j'ai une double formation. J'ai une formation à la fois psychanalytique, j'allais dire psychédélique. C'est le thème. Hein. Oui, le cadre s'y prête. Et puis bon, on reviendra sur l'histoire. Dans la mesure où on est en petit comité, on va pouvoir parler de choses proches, mais ça me touche beaucoup d'être dans cet endroit. Alors j'ai une double formation, une formation psychanalytique et j'ai une formation dite systémique, c'est-à-dire de thérapie familiale et de travail avec les groupes dans la perspective théorie générale des systèmes. Vite dit, bien dit, pensée écologie, voilà. Hein, c'est une approche comme l'écologie, la théorie générale des systèmes, c'est à la base ce qu'on appelle maintenant l'écologie, et c'est le travail global, hein, et sur plus observer les interactions que l'intrapsychique. On pourra peut-être développer ces questions si ça vous intéresse. Alors j'ai commencé à travailler avec des toxicomanes. Ça a été mon premier job clinique, enfin ce qu'on appelait des toxicomanes à l'époque. Et puis ensuite, j'ai beaucoup plus développé mes approches systémiques et d'approche familiale. Et j'ai été notamment le co-créateur d'un des premiers centres de thérapie familiale à Paris, le Centre Monceau. Et j'ai développé le modèle et j'ai parcouru un peu la France pour faire des supervisions, créer des associations dans la mesure où je trouvais que ça venait bien compléter les approches individuelles, les approches psychanalytiques et je suis intéressé par le bouddhisme, par toutes ces choses-là. Je vais arrêter là. Ok. Alors, moi je m'appelle François Chic, je suis enseignant au Centre Kalachakra. J'étais acteur de théâtre de profession et en 2013 j'ai repris mes études dans le bouddhisme. J'ai été formé au programme d'études bouddhistes approfondies au monastère de Nalanda dans le sud-ouest de la France que j'ai suivi sur 5 ans et depuis j'étudie le bouddhisme et j'enseigne au centre, je conduis des retraites, j'en fais moi-même personnellement et puis voilà. Alors on va commencer cette journée par un petit peu de méditation. Ça va nous permettre de créer des facteurs environnementaux, mentaux qui vont être propices
à faire que peut-être les choses qu'on va aborder aujourd'hui puissent un petit peu s'imprégner plus facilement dans l'esprit. Donc je vous invite à prendre une position confortable et tonique, c'est un petit peu à l'image de ces deux qualités essentielles à la concentration qui sont la stabilité détendue et la clarté mentale. Et pour développer le calme mental, on peut les travailler en séquence, commençant peut-être par trouver clairement l'objet, le support sur lequel on va méditer. Ici, ça va être le souffle. Donc le premier exercice de cette méditation, ça va être de se focaliser simplement sur l'inspiration, sur l'expiration, et simplement savoir qu'on inspire quand on inspire, savoir qu'on expire quand on expire. Et si dans cette première partie de la méditation, un des buts c'est d'éveiller notre clarté mentale, on peut parfois, lorsqu'on inspire et qu'on expire, savoir que ça c'est bien la respiration, c'est bien l'objet sur lequel on doit méditer. Donc on peut avoir, c'est sûr, cette certitude, mais là on essaie de travailler pour que cette certitude elle se transforme en une forme d'intensité mentale, comme un étirement de la conscience, qui va favoriser en nous le développement de la clarté mentale, qui peut clairement percevoir que cette inspiration, cette expiration, c'est ça la respiration, c'est ça l'objet sur lequel je dois porter mon esprit. Et on le fait avec le plus de souplesse possible. Et dans cette pratique du calme mental qui vise à pacifier l'esprit, à acquérir un peu plus de sérénité, on alterne entre le développement de la clarté et le développement de la stabilité, de la détente. Et là, on va moins se focaliser sur essayer d'avoir clairement à l'esprit le souffle en temps réel, en HD, si on pourrait dire. Là, on se suffit de notre appréhension du souffle, puisque de toute façon, il est là sans arrêt, puisqu'il faut bien qu'on respire. Et là, on met l'emphase sur simplement stabiliser notre attention sur le souffle, comme il est, et sur l'inspiration, sur l'expiration, détendre
détendre les muscles qui sont impliqués dans l'action de respirer, d'étendre l'esprit qui ne cherche pas nécessairement à ce que notre attention soit portée de manière totalement continue, parce que on prend l'esprit comme il est. Si on est distrait, ben c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour ça qu'on médite. Et on accompagne simplement cette relation symbiotique entre l'esprit et le souffle en se portant sur la stabilité et la détente. Et calmement, on va pouvoir mettre fin à cette courte méditation. Réouvrir les yeux si on les avait fermés. Et autant que possible, conserver la qualité de notre attention. On va en faire d'autres dans la journée, des méditations. On va pouvoir attaquer le thème de la journée, les difficultés à vivre le manque. Quand on a préparé cette journée, Eric m'a dit que le manque dans la psychanalyse, je crois, n'est pas nécessairement un problème. Donc on ne va pas nécessairement parler que du manque en termes de soucis négatifs. Mais beaucoup, quand même. Parce qu'il faut l'accepter. Parce qu'il faut l'accepter, le manque. Donc, je pense que c'est un peu traditionnel dans les discussions qu'on a dans la philosophie bouddhique de commencer un thème par essayer de percevoir un peu ce qu'il veut dire. Je vais en faire appel à vous pour qu'on essaie un petit peu de délimiter le contour de ce manque. Parce que, comme pour le mal-être hier, le manque n'est pas vraiment dans la terminologie bouddhiste. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce terme.
C'est pour me faire un petit effort parce que c'est pas défini très très clairement dans le bouddhisme ce que c'est. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une ère similaire couverte dans le bouddhisme, mais en tout cas la manière de couper le gâteau est un petit peu différente quand on utilise le mot mal-être ou quand on utilise son corrélat bouddhique par exemple. Donc ça m'a obligé à faire un effort où je ne peux pas aller dans les textes et puiser une définition comme elle est présentée, parce que dans le bouddhisme, tous les termes sont extrêmement bien définis. Mais je pensais que c'était intéressant aussi de m'adapter aussi à la terminologie comme on la présente dans notre monde, en France par exemple, plutôt que de toujours essayer de calquer une définition comme elle est présentée dans les traditions méditatives asiatiques par exemple, et de forcer les gens qui viennent à essayer de s'adapter à ce sens. Donc là, c'est vraiment l'inverse. On part avec un mot qui, pour ma part, il a fallu que je le débroussaille un petit peu pour savoir ce qu'il voulait dire. Mais on peut peut-être déjà essayer d'échanger ensemble sur qu'est-ce que c'est que le manque, selon vous. Si vous avez des idées en ligne, si vous voulez partager, n'hésitez pas. Oui. Juste pour aller un petit peu dans le sens de ce que tu disais, Ouais. il me semble que si vous pouvez trouver quelque chose qui soit assez concis pour moi, en tout cas, Ouais. pour parler du manque, ce serait tout simplement dire ce qu'on ne peut pas avoir au moment où on aimerait l'avoir. Ça va un petit peu dans le sens de ce que tu disais par rapport au type de Ce qu'on ne souffrance. peut pas voir au moment où on voudrait l'avoir. D'accord, c'est un bon départ, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Ok, le manque. Allô? Oui, oui. Vivre le manque, que j'ai écrit dans le fil de discussion, c'est quand on éprouve vivement l'insuffisance de quelque chose. Qu'on éprouve vivement l'insuffisance de quelque chose. Ouais. Alors la question que je pourrais poser, c'est est-ce quand on n'a pas quelque chose, est-ce qu'on vit nécessairement le manque? Est-ce quand on ne possède pas quelque chose qu'on voudrait, on vit nécessairement le manque? Bah non. Il me semble. Il te semble. Oui. Édouard, tu dis que pas nécessairement. Frustration. Est-ce que tu peux trouver un exemple, par exemple? Tu as envie forcément, par exemple, de manger quelque chose, tu l'as pas sous la main, c'est pas très grave. Ouais. C'est pas, tu vois, c'est pas non plus à des degrés aussi élevés que dans d'autres circonstances peut-être qui te semblent plus importantes. Tu vois. Donc tu voudrais dire que dans le manque, il y a quand même un aspect un peu plus sérieux, un peu plus problématique que simplement le fait de ne pas avoir quelque chose et de le vouloir. Je pense que c'est quelque chose que tu associes à quelque chose de très important pour toi. Quoi. Et tu penses que tu ne peux pas continuer si tu l'as pas, ou vraiment c'est un gros obstacle pour continuer si tu l'as pas. D'accord. Ok. Moi, je renverrai un peu aussi à l'acceptation, c'est-à-dire que si on accepte de ne pas avoir, ben, il y a peut-être un manque, mais effectivement, il y a un niveau qui est moindre. Donc, on ne ressent pas forcément le manque de la même manière, enfin, là, sur toutes les choses. Effectivement, il y a des degrés quand même en fonction des choses, déjà, premièrement, et au niveau de si on accepte ou pas. Ouais. Moi, je pense que c'est intéressant de voir peut-être la distinction qui peut exister entre simplement le fait de ne pas avoir ce qu'on voudrait, qui n'implique pas nécessairement le manque. L'habitude peut Et jouer un rôle. Il y a une souffrance dans le manque, ouais, qui n'est pas nécessairement le cas quand on veut simplement quelque chose qu'on ne peut pas posséder, par exemple. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas posséder, qu'on voudrait. Moi, j'aimerais bien avoir une semaine de vacances en plus. Bon, c'est pas mon cas, hein, mais j'en ai plutôt assez des vacances. Mais ça ne génère pas en moi une forme de manque. Oui, c'est ça. Alors, en même temps, est-ce que chaque fois qu'il y a la souffrance d'une chose qu'on ne peut pas posséder, c'est ça le manque, nécessairement? En fait, là, ce qui se dessine, c'est que derrière le mot manque, en fait, il y a une question de degré. Degré. Hein, par rapport le mot manque en français, Ouais. apparemment, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, quoique, hein, parce qu'il me semble qu'il y a toujours une insatisfaction, même si on a refus. Éventuellement, si elle est à bas bruit, c'est pas moins gênant.
de la refouler que quand c'est quelque chose, un objet sur lequel on parle beaucoup d'attachement, un petit peu comme tu disais, où là, on ressent vraiment un manque, alors qu'à côté de ça, il y a peut-être beaucoup, une multitude de tout petits manques qui font leur petit bruit derrière, mais que... Alors, Voilà, une question qu'on peut poser, c'est est-ce que le manque doit être immense et grand pour commencer avec le manque? Est-ce que nous, on ne fait pas l'expérience de petits manques aussi? Est-ce que le manque, il devient nécessairement... il commence à exister quand il est intense, il est très problématique? Est-ce qu'il ne prend pas naissance dans des petits manques dans l'esprit, par exemple? D'ailleurs, est-ce que le manque est dans l'esprit? On a vu hier, je vais prendre la similitude, le mal-être semble être une façon de s'engager avec la réalité autour de nous, ou la réalité à l'intérieur de nous, mais ça n'empêche pas que le mal-être peut être causé par un environnement physique, peut être causé par un environnement extérieur. Donc il est important de faire la différence entre ce qui est l'environnement d'une chose, de cette chose elle-même. Donc est-ce que de manière similaire, on peut dire que le manque peut être causé par des choses à l'intérieur du corps, par exemple, mais que ces choses à l'intérieur du corps ne sont pas elles-mêmes le manque. Elles sont le support au manque, mais que le manque serait quelque chose de mental ou pas? Je pense. Je pense que ça va être physique aussi. Enfin, Ouais. Le manque des toxicomanes, typiquement. Ouais. C'est La peut-être faim, mental c'est à un l'origine, mais c'est vécu par le corps. Enfin, Oui. Ouais. Ça, c'est intéressant. Essayez de voir, est-ce que c'est... Est-ce que la souffrance qu'on a quand... Enfin, je ne sais pas, je pose une question, mais est-ce que la souffrance qu'on a quand on est en manque physique, cette souffrance, c'est ça le manque? Ou c'est le manque, c'est notre perception de cette chose à l'intérieur de nous? Ça, on pourra en discuter, je pense. Hein. Moi, personnellement, je pense que le manque, c'est l'image, c'est ce qu'on met sur ce qu'on perçoit, c'est-à-dire, Ouais. c'est pour ça que je disais à la limite, le manque, c'est la faim, c'est un manque aussi, quelque part. C'est l'inverse de la satiété, c'est ça, c'est un petit peu aussi... c'est difficile de ne pas évoquer le manque sans évoquer la satisfaction, la pleine satisfaction. Enfin, mais effectivement, personnellement, je pense que c'est... il y a j'ai faim, voilà, et la souffrance d'avoir faim, qui n'est peut-être pas la même, quoi. Ouais. Pour ça, Est-ce que par exemple, tu prends la faim, est-ce que la faim s'accompagne nécessairement d'une souffrance? justement, pas obligatoirement, peut-être pas tout de suite, peut-être pas maintenant, et on peut même éventuellement la dépasser. Ouais. Quand on jeûne, par exemple, il y a un moment où on tape un peu dans le dur, et puis après, on sait que c'est là, mais on n'en souffre plus. Si en ligne, hein, vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Hein. Pour moi, c'est vraiment de ne pas arriver à ce dont on a envie. C'est ne pas arriver à ce dont on a envie. Enfin, le manque. Ouais. Et je suis d'accord avec vous, c'est la souffrance arrive. C'est nécessairement une expérience déplaisante, Pour ma part, oui. le manque. Ben, par exemple, même dans une prise de sang, si tu manques de fer, tu vois ce que je veux dire, automatiquement, tu auras un dérèglement physiquement. Alors là, alors, oui. C'est-à-dire que tu vas le ressentir, il va y avoir une souffrance. Enfin, tu vois, tu vas être anémié, tu vas être fatigué. Ouais. Mais tu ne l'étais pas avant de savoir que tu manquais de fer? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux... Je dis, tu ne sentais pas le manque avant de savoir que tu manquais de fer? Ah bah si, enfin, c'était pas pour mon expérience à moi, c'était un exemple comme ça que je donnais, mais j'imagine que si, on doit le ressentir, c'est pour ça qu'on va faire une prise de sang, j'imagine. Alors c'est sûr qu'on pourrait prendre le manque dans son sens le plus général. Il manque de café dans ma tasse, par exemple. Mais je pense que peut-être que dans la journée, on va essayer de le confiner un petit peu au manque en lien avec une situation problématique, plutôt que le manque trop général, parce que je ne sais pas si le manque trop général va nous indiquer beaucoup de choses finalement. Le manque
constructif, comme Eric va pouvoir le manque nécessaire, le manque, comment tu pourrais Le manque de structure. le manque de structure. Structurel. Ouais, le manque structurel, il y a des manques qui permettent une inspiration aussi à l'intérieur de nous. Donc ils ne sont pas tout le temps problématiques. Et je pense qu'entre celui-ci et le manque problématique, je pense qu'on aura peut-être notre package de manques pour la journée. Je pense qu'on a une bonne base déjà pour travailler. Donc moi je vais commencer par faire une petite présentation. Après j'aurai mes amis qui vont prendre la suite sur un peu la présentation du manque. Dans la deuxième partie, dans la deuxième session, on va essayer de voir un petit peu les manifestations du manque. De mon côté, un petit peu regarder les causes du manque. Dans la troisième session, cet après-midi, on aura quelles sont les étapes qui peuvent conduire à la transformation du manque. Et puis dans la quatrième session, on pourra échanger tous ensemble, faire un bilan, regarder un peu les points communs entre aussi la psychanalyse, la psychologie et le bouddhisme dans ces thèmes. Et moi, je vais commencer par dire que, bon, même si on ne l'a pas vraiment défini, le manque aussi précisément dans la philosophie bouddhiste, le manque, et ce qui est relatif au manque, est quand même extrêmement central dans le bouddhisme. Le manque est très lié à ce qu'on appelle dans le bouddhisme l'attachement, mais je trouve que c'est une traduction un petit peu problématique, surtout que l'attachement est considéré comme une perturbation mentale dans le bouddhisme, et ce qui arrive, c'est que dans la psychologie, de plus en plus, l'attachement, la théorie de l'attachement, c'est pas nécessairement quelque chose de problématique. Donc je préfère dire une forme d'avidité mentale, mais en étant plus précis, c'est une forme d'exagération des qualités de quelque chose, la soustraction des problèmes liés à cette chose et la volonté de la posséder. Donc c'est un mouvement de l'esprit impérieux qui nous fait exagérer les qualités de quelque chose, soustraire ses défauts et vouloir absolument la posséder. Et ça, c'est une pierre angulaire dans la perpétuation des problèmes dans le bouddhisme. Et c'est très lié à la compulsivité. D'ailleurs, je pense que le manque, compulsivité, il y a quelque chose d'assez similaire. La compulsivité est responsable à la fois au niveau microscopique de la perpétuation de nos habitudes et au niveau macroscopique dans le bouddhisme de la perpétuation de notre propre samsara, c'est-à-dire du fait, il est présenté, qu'on circule encore et encore dans les existences parce qu'on a cette compulsivité, parce qu'on a cet attachement, parce qu'on a ces perturbations mentales. Une manière également de présenter l'avidité, qui va être un petit peu centrale dans le thème du manque, peut-être aujourd'hui, en tout cas dans la perspective que j'essaie de défendre sur le bouddhisme, c'est très lié à la dette. Dans le bouddhisme, chacune des perturbations mentales est identifiée par un exemple comme la colère, par exemple, c'est une forme de maladie. L'attachement, c'est une forme de dette. La léthargie mentale, c'est une forme de prison. Et en fait, pour montrer que l'individu, il est coincé par cette chose-là. Donc, comment l'attachement, qui va être important dans la journée sur le manque, est similaire à une dette, eh bien, c'est que très souvent, l'attachement, il nous apporte quelque chose sur le moment, comme si je faisais un emprunt à la banque, mais le taux d'intérêt est quand même assez fort. Et pour repayer en retour la dette, il va falloir que j'emprunte à la même banque. Sauf que si j'ai emprunté 10 €, je vais devoir en payer 12. Donc la fois d'après, je vais être obligé d'emprunter 12 € et je vais être obligé de payer en retour 14. Et ainsi de suite. On voit que le piège de l'attachement est souvent présenté comme il y a une satisfaction parce que j'emprunte de l'argent au moment où je possède quelque chose, mais le taux d'intérêt fait qu'au final, à long terme, il y a un problème qui se crée et qui m'endette complètement. Et l'endettement, c'est une forme de souffrance, c'est une forme de problème. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du système de Ponzi, qui est responsable de ce qu'a fait Madoff aux États-Unis. Il plaçait de l'argent de personnes et il empochait quasiment tout et il payait les intérêts de leur emprunt en empruntant à d'autres personnes. Donc c'est un système qui était complètement une grosse arnaque,
Et le meilleur moyen pour lui de continuer à ce que ça se perpétue, c'est de continuer à emprunter, d'avoir de nouveaux clients. Et il a fait ça sur des milliards d'euros, il a créé une faillite gigantesque. Et bien, il y a un petit peu de ça avec l'attachement. Donc, le meilleur moyen peut-être de regarder un peu ce que le bouddhisme pourrait dire d'un petit peu similaire à ce qui est présenté comme le manque, c'est de venir regarder au niveau microscopique ce qui se passe dans les moments de notre cognition. Et ça, il y a un système qui s'appelle les 12 liens de coproduction conditionnée qui le formule assez précisément, qui vient vraiment disséquer le mécanisme de perpétuation du manque, qui est complètement dépendant du système de perpétuation de notre avidité. Sachant que le manque, je pense, comme le bouddhisme pourrait en parler, ce serait le sous-produit de l'avidité finalement. Le sous-produit de l'avidité. Le sous-produit de l'exagération des qualités de quelque chose et de la volonté de le posséder. Donc dans les liens de coproduction conditionnée, ce qu'on peut appeler aussi peut-être les liens de surgissement en dépendance, c'est le mécanisme du samsara. C'est le mécanisme qui nous fait circuler dans les existences cycliques, mais au niveau microscopique, on peut également se servir de ce système-là pour comprendre quasiment en temps réel comment on perpétue une habitude. C'est moins utilisé dans ce système-là, dans ce cadre-là, surtout dans les enseignements bouddhistes, mais je pense qu'il n'y a pas de contradiction, on peut quand même s'en servir. Donc je vous passe certains des 12 liens, on va commencer simplement avec le contact, le fait que la conscience contacte un objet. Le contact, c'est par exemple, et c'est un facteur mental, c'est une fonction de la conscience qui est omniprésente. Le contact, c'est quelque chose qui est présent dans ma conscience sans arrêt. Ma conscience, sans arrêt, prend pour objet quelque chose. Elle contacte soit un objet mental, si je visualise quelque chose, si je me souviens, soit un objet de la sphère sensorielle, si je regarde, si je vous écoute, si j'entends. Ma conscience est sans arrêt connectée à un objet. Et le contact de ma conscience et de son objet, c'est ce qu'on appelle le contact. Le contact, il est suivi par une sensation. Une sensation, c'est un type d'expérience. Est-ce que cette sensation, elle va être plaisante? Est-ce qu'elle va être déplaisante? Ou est-ce qu'elle va être plutôt neutre? Je prends dans mes mains... je vois que dans mon thermos, il n'y a plus de café. Expérience contact de mon esprit avec un objet. Expérience déplaisante. Jusque-là, tout va bien. L'expérience déplaisante, je ne la contrôle pas. C'est vraiment en lien avec l'objet, j'ai une expérience déplaisante. Donc, contact, sensation, et entre en jeu ce qui va devenir, cette fois-ci, un peu problématique dans la perpétuation d'une habitude, ça va être ce qu'on appelle la soif. Bon, on peut se dire, oui, la soif, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On va le présenter, c'est un certain rapport qu'on entretient avec nos sensations, avec nos expériences. Le contact est omniprésent dans notre esprit, la sensation est également omniprésente. C'est-à-dire que, sans arrêt, on fait des types d'expériences qui sont soit plaisantes, soit neutres, soit déplaisantes. Il n'y a jamais un moment de notre expérience, même quand on dort, où notre expérience, elle n'est pas soit plaisante, soit déplaisante, soit neutre. Donc c'est vraiment... la conscience ne pourrait pas fonctionner si on ne faisait pas l'expérience qui soit à la fois soit neutre, soit plaisante, soit déplaisante. Sauf qu'après, par habitude, on entretient un rapport très particulier avec nos sensations. En lien avec les sensations plaisantes, on peut avoir une forme de saisie, bon, c'est le lien d'après, mais une forme de soif, c'est-à-dire une surestimation de cette sensation. Quand on a une sensation plaisante, on veut qu'elle se perpétue, on veut qu'elle demeure. Donc c'est le micrograin dans l'esprit qui commence à faire dériver l'esprit vers quelque chose qui au départ était un peu neutre, le contact et la sensation, vers quelque chose qui est un peu plus problématique dans l'esprit. On est en train de prendre l'aiguillage vers la perpétuation d'une habitude. Mais au départ, dans l'esprit, c'est juste le rapport qu'on entretient avec nos sensations. On a une sensation, et sur cette sensation, si elle est plaisante,
on veut qu'elle demeure. Une sensation déplaisante, on veut complètement s'en défaire. Et les sensations neutres, parfois on veut qu'elles demeurent aussi. Et en lien avec cette sensation, on va avoir l'étape suivante, qui est beaucoup plus sérieuse, qui est la saisie. Là, on rajoute une strate mentale, c'est-à-dire que si je bois mon thé, contact, sensation plaisante, de la sensation plaisante naît « oh, j'ai envie que la sensation plaisante se poursuive dans ma bouche ». Et à ce moment-là, il y a la saisie « oh, il faut absolument que je me recèle un café ». Et ça, c'est la saisie. La saisie vient, il faut absolument que... oh là là. Et là, c'est une impulsion de l'esprit qui va nous faire perpétuer quelque chose, peut-être qu'on a déjà accompli par le passé, et qui va perpétuer en nous une habitude. Ça, c'est une manière assez schématique de décrire le système de perpétuation de l'attachement, mais aussi de perpétuation du manque, parce que dans une autre manière de voir ce système-là, il y a d'abord la sensation. La première manière de décrire ce système, c'est à l'intérieur des 12 liens de coproduction conditionnés, mais un autre, c'est simplement de se dire, ok, je bois mon thé, sensation plaisante, et là, j'ai ce qu'on appelle un mûrissement karmique. Mûrissement karmique, ça prend un terme un peu exotique, mais en fait, c'est simplement une impulsion dans mon esprit qui naît d'une habitude passée. Par le passé, j'ai pris l'habitude de vouloir un thé bien particulier le matin. C'était pas n'importe quel thé, c'est un thé blanc de chez Mariage Frères. C'est le thé qu'il me faut. Monsieur a bon goût. Monsieur a bon goût. C'est le thé qu'il me faut. Tous les thés, je commence à les trouver complètement insipides. Ici, il y a du thé Lipton, Concert, c'est... Bon, je ne vais pas en dire du mal, mais... Si. Mais le thé Mariage Frères, pour moi, c'est le top. Et là, je bois le thé, et comme je me suis habitué par le passé à cultiver une forme d'exagération de ce thé, et bien cette habitude que j'ai prise va mûrir dans mon esprit je suis en train de le boire, j'ai une sensation plaisante, et là, j'ai la volonté de faire quelque chose de similaire à une action passée. Et ça, c'est un mûrissement karmique, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que quand les causes et les conditions sont réunies, je ne peux rien y faire. Tout à coup, j'ai envie de faire quelque chose de similaire au passé. Et ça, on a l'impression parfois que on dit qui vole un œuf vole un bœuf. On a l'impression que l'action de voler un œuf va engendrer l'action de voler qui vole un œuf vole un bœuf. Mais le bouddhisme, il va dire non, parce que si l'action de voler un œuf conduisait à l'action de voler un bœuf, on n'aurait aucune espèce de libre arbitre de casser cette séquence. Le bouddhisme, il dit, c'est beaucoup plus précis, il dit l'action de voler un œuf va conduire à l'action mentale de vouloir tuer un bœuf. On va avoir cette impulsion qui est simplement le mûrissement d'une habitude. Le mûrissement d'une habitude. Et c'est ce qu'on va en faire qui va être... en fait, on va avoir le choix entre le mûrissement de... On va avoir le choix, après qu'on ait l'impulsion de vouloir faire quelque chose similaire au passé, de le faire ou pas. Parce que sinon, si voler un œuf conduisait à voler un bœuf, on n'aurait pas de libre arbitre. On serait complètement tributaire de nos habitudes. Dès que je vole un œuf, je vais voler un bœuf. Et dès que je vole un bœuf, je vais voler un deuxième bœuf, et ainsi de suite. On n'aurait pas de chance d'interrompre le processus. Donc la présentation bouddhiste des habitudes dit, quand je cultive l'attachement profond pour le thé mariage, eh ben, une des conséquences, ça va être de vouloir en consommer à nouveau. Mais est-ce que je vais le faire ou pas? C'est là où se situe la latitude de ma propre responsabilité, mon libre arbitre. Je vérifie un peu le temps. Et ça, on va le voir dans la journée, parce que je vais revenir à cette étape. Parce que vraiment, je pense, le bouddhisme présente que dans le traitement d'une habitude,
c'est vraiment de se rendre compte des choses qu'on ne peut pas maîtriser, en l'occurrence un mûrissement karmique. Il ne s'agit pas de penser que dans le dépassement d'une habitude, il faille simplement lutter tout de suite contre ces impulsions de l'esprit, parce que ces impulsions de l'esprit, quand il y a un environnement qui est créé, ben elles surgissent. L'action qu'on a, ça va être sans doute de venir se placer entre l'impulsion et l'action. Et c'est là que se situe notre latitude. Donc, pour terminer la présentation sur qu'est-ce que serait le manque dans le bouddhisme, est-ce que le manque, c'est simplement de vouloir l'objet? Le bouddhisme dira peut-être que le manque, c'est à la fois l'appréhension qu'on a des sensations à l'intérieur de nous. Le manque serait aussi bien la soif que la saisie. C'est-à-dire que quand je suis ici et que je suis en manque de mon thé à ma droite, eh bien ça commence pas nécessairement quand je suis en train de le vouloir, le thé, mais simplement d'avoir cette sensation déplaisante de me dire il me manque quelque chose là. Donc l'observation du manque, l'observation de la soif, en lien avec cette sensation bien particulière que j'ai, ça ce serait déjà ça le manque. Mais le manque c'est aussi oh il faut absolument que je... Donc le manque pourrait avoir comme objet à la fois la sensation déplaisante ou plaisante que j'ai, parce que je pense que le manque c'est aussi j'ai une sensation plaisante en moi et je veux qu'elle se continue. Ça c'est une forme de manque, de ne pas en avoir assez. J'ai une sensation très plaisante dans mon corps et je veux qu'elle se continue, donc je vais me mettre encore plus confortablement dans ce canapé par exemple. J'ai une sensation plaisante et le manque va s'exprimer parce que j'ai une relation très particulière avec cette sensation plaisante. J'en veux plus. Et je pense que le bouddhisme pourra dire que le manque c'est déjà ça. C'est déjà le rapport qu'on entretient avec sa sensation, quelle qu'elle soit, plaisante ou déplaisante. Et après ça, de se dire « Oh là là, si seulement je pouvais avoir un canapé un peu plus confortable ». Ça, c'est aussi un manque, parce que c'est aspirer profondément, avoir une saisie profonde pour quelque chose qu'on ne possède pas. Donc voilà ce que je pourrais dire de ce qui me semble être le périmètre du manque dans le bouddhisme. Je dirais qu'il y a à la fois l'observation de ces sensations, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, un certain rapport en tout cas, avec nos sensations plaisantes ou déplaisantes, une forme déjà de soif, que nos sensations plaisantes se perpétuent, que nos sensations déplaisantes s'arrêtent. Ça c'est une forme de manque, je veux absolument que ça s'arrête. Et après, la volonté de posséder ces choses ou de s'en défaire complètement, ça ce serait une forme de manque. Mais on va y revenir, hein. Là c'est vraiment une présentation de base, on va y revenir dans la journée. Je vais laisser la parole à Eric, ou ouais, tu veux commencer? Allez. Je vais commencer. Donc, je vais vous parler en fait de ce que dit la psychanalyse sur le manque. En fait, ça peut se résumer en une seule phrase. Nous sommes des êtres manquants et il faut apprendre à faire avec. Et là, tout est dit. Sauf que je vais un peu ouvrir et déployer la chose. Pour la psychanalyse, le manque, c'est quelque chose de complètement central. C'est vraiment l'élément qui nous structure et autour duquel, en fait, tout s'articule. On est profondément et structurellement manquant. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes des prématurés. On est, mais on ne peut pas se débrouiller par soi-même. On est complètement dépendant d'un autre, alors généralement la mère, sans laquelle, sans ses soins, sans son amour dans le meilleur des cas, eh bien on ne pourrait pas vivre. Donc en fait, notre position première dans la vie, c'est d'être à 100% dépendant. Ce qui implique qu'on est des êtres, à la base, incomplets. Nous sommes aussi des êtres pour la mort, c'est-à-dire que notre vie va terminer. Et ça, c'est quand même très très compliqué à accepter. Donc incomplétude, finitude, c'est notre condition en fait d'être humain. Et tout notre travail dans la vie, ça va être d'accepter petit à petit de ce manque qui est là au plus profond de nous-mêmes. Dans un premier temps, le manque il est insupportable. Pour la majorité des humains, on n'est pas du tout copain avec le manque. C'est quelque chose qui est
extrêmement difficile à accepter. Donc, le manque, voilà. Le premier élément, on est des prématurés. Deuxième élément qui fait qu'on est des êtres manquants, c'est qu'on est des êtres de langage. On est habité par le langage, on est traversé par le langage, et à partir du moment où on parle, eh bien, le contact direct avec les choses, c'est fini. Le contact direct avec l'autre, le bébé, dans un premier temps, il est dans un contact corporel direct, préverbal avec la mère. Sauf que cet état-là, il va se perdre. Mais il va en rester des traces de satisfaction extrêmement puissantes qui, toute notre vie, en fait, vont pouvoir s'activer et nous pousser à essayer de retrouver ces premières expériences de satisfaction qui sont de toute manière complètement impossibles à revivre. Mais qui vont être hyper actives. Donc voilà, on est habité par le langage et être habité par le langage, ça implique qu'on perd. On perd le contact direct avec les choses et même avec nous-mêmes. Puisque tout va passer par le langage, par le concept. Voilà. Ensuite, le manque, on peut le décliner. Il y a différentes catégories du manque. Donc il y a le manque à être, puisqu'on est des sujets incomplets, et qu'on sera toujours en fait dans cette soif d'aller vers un objet qui pourrait, calmer le manque, en tout cas le boucher, sauf que cet objet-là, il n'existe pas. Donc la psychanalyse n'est pas très très optimiste par rapport à ça, puisque le bonheur absolu et complet, la pleine satisfaction est impossible. Donc, il y a ce manque à être, ce manque à avoir, puisque l'objet qui pourrait nous satisfaire pleinement, en fait, s'il a existé, et ça c'est un peu la mythologie de la psychanalyse, c'est un rapport idéal entre, disons, la mère et l'enfant. L'enfant, dans un premier temps, n'a rien à demander, puisqu'en fait la mère lui apporte, le satisfait, sauf que ça c'est un état qui ne dure pas, parce que après l'enfant va avoir à demander. Et ce qu'il demande, la mère va y répondre, mais la satisfaction ne sera jamais pleine. Il y aura toujours un écart entre la satisfaction espérée et la satisfaction réelle. Et cet écart il est extrêmement important parce qu'il permet de désirer. Parce que si on était en permanence complètement satisfait, on ne bougerait plus. Il n'y aurait plus aucun mouvement en nous qui nous permettrait d'aller vers les choses, de désirer, d'accomplir. Donc on serait des êtres complètement inertes. Donc finalement, heureusement que la satisfaction pleine et entière n'existe pas. Pour des bouddhistes, on en parlera. Donc voilà, manque à être, manque à jouir. Donc là, je viens de le développer. Manque à avoir. Alors le manque de l'autre aussi, c'est très très important parce que on a tendance à imaginer que l'autre complet, qui pourrait nous satisfaire, ou qui pourrait détenir l'objet en fait de la pleine satisfaction, on suppose que cet autre existe. Sauf que manque de bol, il n'existe pas. L'autre est manquant aussi. Nous sommes manquants, l'autre est manquant. Et en aucun cas, l'autre ne peut nous apporter la satisfaction pleine et entière. Enfin, je veux dire, dans l'état amoureux, quand on tombe amoureux, on idéalise la personne dont on est tombé amoureux, et quelque part en nous, on suppose que cette personne-là va nous apporter le bonheur. Sauf que cette espèce d'illusion ne dure pas très longtemps. Et donc voilà. Alors, il y a aussi, pourquoi on est manquant? Parce qu'en nous, il y a un manque aussi de structure d'unité. C'est-à-dire qu'on n'est pas un. Pour la psychanalyse, on est plusieurs à l'intérieur du même bonhomme. Il y a différentes instances. Freud a parlé du moi, du surmoi et du ça. Lacan, après, a repris effectivement cette division. Qui sont quoi? Trois divisions du même individu? Oui, le psychisme, si tu veux, la réalité psychique, en fait, elle n'est pas une. Et c'est pour ça qu'on est fondamentalement en conflit. Il y a un conflit au cœur de notre être. C'est-à-dire qu'on est à la fois manquant et à la fois en conflit. Parce que les intérêts du moi, du ça et du surmoi ne sont pas les mêmes. Donc il y a trois systèmes qui ont une logique différente et un but différent. Donc
d'emblée, c'est mal barré. On est en conflit. Et ce que permet la thérapie, l'analyse, c'est par rapport au manque, de commencer à aller vers l'acceptation et de transformer en fait le manque qui est insupportable, surtout pour le moi, pour l'action du moi, en une acceptation et transformer ce manque insupportable en quelque chose qu'on pourrait appeler l'ouvert en soi-même, qui est un espace d'acceptation. Mais ça, voilà, ça demande un cheminement. C'est pas gagné. Donc si vous voulez, j'ai fait des petits dessins. Je pense que c'est. Je vais faire un petit mouvement de caméra. Ouais. Alors, on va imaginer que le manque, en fait, ça ne marche pas. Ben voilà, les objets aussi manquent à bien fonctionner. Donc le manque, on le retrouve. Alors, hop, ça, ce serait le manque. Hop. Ça, c'est le manque. Oh, vous n'allez pas voir grand-chose, hein. Non. Oh, Peut-être rapprocher de ta si tu veux me donner la feuille, moi je vais la montrer peut-être. Laquelle? Tu peux faire sans la feuille? Ouais, après tu me la remontes. Je vous montre. Faites une capture d'écran. Parce que je manque de mémoire aussi. Faites une capture d'écran, peut-être. Ouh là là, ça c'est beaucoup de dessins. Après, Je fais quoi après? Si Ah, je monte la capture d'écran sur. Ah oui, oui. Eux, chez eux, Tu l'uploades dans Ah. si les gens peuvent faire une capture d'écran rapide de la feuille. Ou je remonte le. Et après, tu peux l'uploader Tu dans le chat. peux faire. Si tu fais une photo, je remonte ton téléphone. Ouais, j'allais faire une capture d'écran, moi. Ah bah tu peux la mettre en lien alors. Malika. Parti. Ensuite, c'est. Je peux l'envoyer. Ça y est, tu peux la reprendre. Oui. Non, mais je peux. Tu vois rien là. Non, mais je vais Ça va l'envoyer. pas? Tu peux la reprendre, Eric. Non, mais tu peux l'envoyer le chat. Comment je fais? T'as un mail dedans? Tu me remets la feuille devant et je fais une capture d'écran, tout simplement. Ah bah. Un peu plus loin, voilà. Ah, il faut être. Faut avoir fait une école de cinéma, hein, quand. Et ouais. C'est bon. C'est bon la technique. C'est bon? Ouais. Non, non, c'est vrai que regarde, en à peine 2 minutes, ça a été réglé le problème. Bien, quoi. Alors, je pense que c'est plus facile. Alors là c'est le manque de structure. Hein, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous. Il y a un manque. Là, ce serait. Le problème, c'est que je présente ça d'une manière un peu importante. Alors, voilà, le manque, il est là. Ensuite, à partir du manque, forcément, il y a du désir. Donc voilà, on va investir des objets grâce au manque. Il y a un scénario qui est un peu négatif, c'est que quand on est réellement dans la... Comment dire? Dans une non-acceptation du manque, dans une structuration qui ne permet pas d'accepter suffisamment de manque, il y a quelque chose qui va se faire en nous, c'est-à-dire qu'on va investir d'une manière très particulière certains objets qui vont devenir des objets d'addiction. Et ces objets-là, ils vont en fait se placer là, au niveau du manque, mais ils vont complètement en fait écraser le désir. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des objets de désir, ça va être des objets du besoin. Et pour la psychanalyse, cette différence entre désir et besoin, elle est fondamentale. Parce que le désir, quand on désire quelque chose, on peut le différer dans le temps, on peut avoir un rapport de sublimation avec, alors que le besoin, ça crée une dépendance, et là il y a une souffrance épouvantable. Et là le manque se transforme en vide. Et le vide, c'est quelque chose, ça cause une souffrance terrible. Et tous les objets d'addiction, en fait, ils s'inscrivent dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'il faut boucher le trou.
Et en fait, comme l'objet il n'est jamais complètement non plus satisfaisant, ou que son effet est éphémère, ça implique une compulsion à retourner vers l'objet, et en fait, là, on entre dans un système infernal. Donc voilà, ça c'est le cas de figure de l'addiction. Ensuite, ça c'est quand on travaille justement sur les objets d'addiction, qu'on arrive soit à trouver un objet, disons, moins destructeur, à changer d'objet en fait, à opérer un changement d'objet en soi et un changement de dynamique. Ça on le fait, c'est par la thérapie ou l'analyse. C'est qu'à nouveau, on peut creuser en fait l'espace du manque et à nouveau on rétablit le désir. Ça c'est le scénario positif. Voilà, par rapport à ça. Donc, je pense que c'est... Ok. Ouais. Je pense que François-Xavier, là, si tu veux embrayer par rapport à cette logique de l'addiction. Eric, Oui. j'aurais une question. Oui. J'aurais une question parce que Oui. j'ai pas très bien compris Ouais. le moment où on bascule du désir au besoin. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, oui, parce que j'ai été assez vite, mais si tu veux, il y a le thème du narcissisme que j'ai pas réellement abordé, mais dans la constitution du moi, en fait, le moi, tu as un moi, disons, sain et un moi mal construit. Et pour que le moi soit bien structuré, il faut bénéficier quand même d'investissements positifs de la part de la personne qui s'occupe de toi, généralement de la mère. C'est-à-dire que l'amour de la mère est nécessaire. Mais sans amour, on se construit mal, quoi. Et donc, malheureusement, tu as une grande quantité d'êtres humains qui ne bénéficient pas de l'amour ou qui ont été investis d'une manière particulière. Et à ce moment-là, le moi, il est un peu bancal et il manque de cette capacité de s'auto-réguler, de créer, en fait, de pouvoir le système de pacification interne, il est bancal. Il y a quelque chose qui manque à l'intérieur et que la personne va être obligée d'aller chercher à l'extérieur. L'objet d'addiction, il a une fonction aussi même si ça ne marche pas, mais une de ses visées, c'est de pacifier l'intériorité. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc ça devient... Mais le sujet, il est pris dans cette logique, c'est-à-dire que comme il manque une chose à l'intérieur, hop, il va saisir à l'extérieur. Le sujet, c'est la personne. Hein. Oui, en psychanalyse, on parle de sujet, c'est l'être humain. C'est pas péjoratif de dire dans le milieu de la psychanalyse, le sujet. Donc voilà, c'est une quête en fait désespérée d'aller chercher à l'extérieur un élément manquant à l'intérieur. Et donc en fait, tu es soumis à une répétition infernale parce que en fait, ça ne fonctionne pas. Donc tu vas chercher l'objet, hop, et tu vas le retrouver, et le retrouver, et le retrouver, et le retrouver. Sauf que la béance interne, c'est pas comme ça que tu peux la soigner. C'est pas avec l'objet externe. Mais cet objet d'addiction devient un objet du besoin. Parce que, disons que la structuration désirante, elle est bancale. Il y a, disons, un défaut de structure. Un déséquilibre. Voilà. Mais qui est réparable, partiellement, ou par la thérapie, ou par une analyse. Enfin, il restera toujours des cicatrices, il y aura toujours une appétence. De toute façon, on est tous des êtres... Pardon ? Oui, vous l'aviez dit dès le départ, on est tous des êtres manquants, de toute façon, et apparemment, c'est... Voilà, donc... Je veux dire, l'addiction, c'est notre position de départ, quoi. On peut tous l'être, hein, addicts à quelque chose. Sans que ça prenne une dimension de souffrance très très intense. On a tous, ça peut être, je veux dire, une dépendance au savoir, en pensant que, voilà, on va lire beaucoup de livres, en pensant que le fait d'acquérir beaucoup de savoir va nous transformer et que ça va nous apporter plus de stabilité, plus de bonheur. Ça peut être énormément de choses. Ça peut être le fait de voyager aussi. On répète les voyages parce qu'on pense que ça va nous métamorphoser.
voilà, il y a ce mouvement qui nous pousse à l'extérieur, à trouver un objet qui viendrait nous satisfaire pleinement. Mais cet objet n'existe pas. Ok, bah super. Je crois que tu as mes notes. Est-ce que tu n'aurais pas pris mes notes? Alors là, j'ai tes notes. Il y en a derrière. Non, attends. Ah, c'est à toi. Ah oui. On va laisser la parole à François-Xavier. Si tu veux, tiens, te rapprocher un peu comme ça, t'es plus dans le champ. Oh, je suis bien. T'es bien? Ouais, merci. Bon. Alors, je vous remercie de vos interventions qui me permettent, moi, d'essayer de remettre les choses pragmatiquement parlant. Alors, j'ai bien entendu, je suis un être manquant, et je suis un être manquant en permanence. Et là, il me manque quelque chose dans ce contexte. C'est-à-dire, vous nous avez demandé de nous présenter, nous nous sommes présentés. J'aimerais bien que les personnes présentes se présentent également, y compris celles que je vois sur l'écran ou celles que je ne vois pas. Je vois deux noms, je vois iPhone de Mac et Anne Boiteux. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes là et qu'est-ce qui vous manque pour qu'un dimanche 2 avril à 10h, vous soyez présents, studieux, et en espérant combler quoi? Peut-être je casse le rythme de la journée. C'est très bien. J'adore. Non. C'est bien. Alors, qui commence? Ouais, Est-ce je qu'on veux fait bien. parler les écrans d'abord ou est-ce bah, peut-être on va faire parler les écrans. Hein. Allez. Les écrans, les personnes. Les sujets. Ouais, excusez-moi. Les moi. sujets. Alors, parce que vous savez, alors ça, je relis. Je vais essayer de relier en permanence entre ici et maintenant et la cohérence de ce que j'ai appris et de ce que m'apprend la cybernétique de deuxième ordre et la psychanalyse. De quoi il s'agit là? Il s'agit pour moi d'un manque d'information. Et c'est pour ça que je vous invite également à vous présenter pour combler en partie ce manque d'information dont je sais que de toute façon, il ne comblera rien de la totalité de ma curiosité malsaine d'intervenant le dimanche matin à 11h10 et 09. Mais en tout cas, déjà, je suis pleinement satisfait d'être là et de vous rencontrer. Juste alors qui commence? Moi, je veux bien commencer ici. Ok, Allez, merci. Je vais essayer d'être bref, ce qui n'est pas toujours mon cas, mais... Je vais juste parler d'un aspect qui a été quand même au cœur de mon parcours terrestre pour l'instant. En gros, voilà, j'ai une quarantaine, un peu plus qu'une quarantaine d'années de parcours avec des addictions à des produits dans les 30 premières années, si je peux dire, et qui depuis que je suis abstinent de ces produits-là, je suis toujours dans le déplacement des addictions, quoi, si vous voulez. Il y a là, par exemple, une grosse addiction Internet, qui est beaucoup moins destructrice que celle auquel j'ai été confronté avant, qui avait lieu avec des produits divers et variés, qui étaient quand même, qui étaient destructeurs, sans compter qu'il y avait ma propre autodestruction qui était mise en jeu, tu sais, enfin, les deux se répondaient. Donc voilà, mais donc pourquoi je suis ici dimanche matin à 10h? Déjà, c'est pour entendre 3 autres personnes s'exprimer sur du manque, et de façon multiple et variée. Ça, c'est fabuleux, parce que je me retrouve au moins déjà dans les deux, il y a vraiment, pour moi, il y a des liens qui se font, quoi, je veux dire, et qui se font parce que dans mon parcours, il y a la croisée des chemins, quoi. Je veux dire, j'ai fait 12 ans en psychanalyse, freudienne, freudo-lacanienne. J'ai fait 5 cures de désintoxication sur ces 30 années. Et depuis 10 ans, je largement vers la méditation et les enseignements. J'hésite avec le mot bouddhiste parce que, bon, on va le dire, conventionnellement, oui, maintenant je suis bouddhiste. Donc quelque part, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux parce que quand je vois le déroulé
D'abord, Je vais être obligé de vous interrompre. Ah oui, pardon. Il y a d'autres Voilà, personnes. J'ai juste besoin. pris une Alors, il y a une précaution en information disant que qui j'étais me pas manque. là. Juste votre prénom. Alain. Et Alain. Voilà. D'accord. Voilà. Vous êtes Donc Alain. on va arrêter là pour moi aussi. Ça va. Mais Ouais, je vous remercie. voilà, j'ai tracé Je vous remercie parce que le alors. truc. Mais alors, il va falloir me frustrer. Hein. On va y lancer. Non, parce que vous me donnez de quoi, Ouais, je m'en doute. de quoi intervenir pour une semaine. Hein. Ah oui, non. Alors, est-ce que vous êtes prêts Oui. à rester plus tard, le 2 avril, ou à revenir? Enfin bon, On en reparlera. je vous remercie en tout cas, Alain. C'est moi qui Merci. vous remercie tous Merci. d'être là. Bah, du coup, je vais continuer dans la version. Je vais encore être perturbateur. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. C'est mon karma. Si on pouvait éviter le tour de table dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et que la prise de parole se fasse. Disons que Alain m'a un peu introduit, alors du coup. Ah oui, j'étais parti là pour le tour de table. Moi, j'ai une suggestion à vous faire. La force de la vie. Qui serait dans l'air du temps. D'après ce que je vois, hein, il y a, si j'inclus les écrans, il y a 1, 2, 3, 4 garçons, je vous exclus, et 1, 2, 3, 4 filles. Si on alternait un garçon, une fille. Alors moi je vais juste rappeler un petit peu parce que je suis un peu garant du temps aussi. Ah oui. On a encore normalement 1 minute. Avant, la première session d'1h15, on peut encore faire, je dirais, un peu moins de 10 minutes. On essaie de garder les sessions un peu pour ceux qui nous suivent et ceux qui vous êtes là aussi pour aérer un peu parce que la journée c'est quand même 4 grandes sessions. Donc on peut se donner encore 10 minutes. Ok, hein, je vais être un petit peu aussi... Non, ça fait 2 minutes 5. Allez, vas-y. Je m'explique en 2 minutes. Je m'appelle Marie-Noël. J'ai été plus de 40 ans psychiatre du service public en psychiatrie adulte, sans trop d'état d'âme. Enfin, bon. Et puis j'ai rencontré il y a une quinzaine d'années un maître bouddhiste. Je suis tombé dans le bouddhisme et depuis j'essaye un peu de rendre cohérentes les notions, enfin, donc, ce pourquoi m'intéressait tout à fait le sujet, de rassembler mon passé, parce que je suis à la retraite évidemment depuis 10 ans, de psychiatre, et puis les notions bouddhiques de justement du moi, du vide, de l'existence, enfin voilà. C'est un questionnement intellectuel, je dirais, mais que je vis. Voilà. Merci. Pour un garçon. Ça s'adresse à l'écran. Hein, aussi. Moi, je suis Arnaud, donc je suis ici parce que depuis 4 ans, je me suis reconverti dans une activité totalement différente de celle que j'avais faite pendant 25 ans de vie professionnelle. Et je suis dans une activité très solitaire et j'ai un manque énorme des autres parce que très simplement, je travaille tout seul de chez moi. J'ai des périodes très sociales dans ma vie par rapport à mon activité, mais qui sont très courtes. Et voilà, donc je suis aujourd'hui dans une souffrance qui m'a poussé à venir ici sur les conseils. Merci Arnaud. Tiens, on va complexifier un peu les choses. À quelle fille vous donnez la parole? À la fille, excusez-moi, à cette belle jeune femme qui est avec nous, ou à une des 2 belles jeunes femmes qui sont sur l'écran? trois, ils lisent, c'est ça? Mais iPhone de Max, ça peut être Mais oui, iPhone de Mac qui c'est est... la surprise. Bah, c'est une surprise. Ah, il y a un invité Ne mystérieux. sentez pas l'obligation d'allumer pas votre genré, caméra. hein. Alors, est-ce que vous donnez la parole, Arnaud, à notre... Vous donnez la prise. Les personnes qui sont sur écran vont commencer à avoir un sentiment de manque. Hein. Enfin, bon, moi, on va essayer de se débrouiller avec ça. Anne, je vous écoute. Alors, à Anne, 34 ans, moi j'ai vécu en Polynésie, dans le Pacifique, pendant 6 ans. Vous avez vécu entre eux? En Nouvelle-Calédonie et à Tahiti pendant 6 ans en tout. Je travaillais dans l'hôtellerie à des postes à responsabilité. Vous travaillez dans Dans l'hôtellerie, pardon. Hôtellerie, ok. Covid est
est arrivé, 2 ans et demi, enfin ça fait 2 ans et demi que je suis de retour ici, j'ai appris à la fin, non, par les épreuves de la vie, j'ai accepté, enfin j'ai tout perdu, voilà, j'étais dans une situation très très compliquée. Ok. Je suis revenue chez mes parents ici. Et donc depuis, enfin je pense que j'ai toujours eu en fait un questionnement sur moi et justement sur notre incomplétude, donc une recherche de soi. Et donc depuis 2 ans et demi, je me reconstruis à travers du magnétisme, des choses un peu autres que de la médecine traditionnelle et en travaillant beaucoup sur moi. Et donc j'ai envie aussi de me rapprocher du soin et de la thérapie pour les autres. Et donc la psychologie aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Merci. À qui donner le bâton de parole? Monsieur à l'écran. Allez Merci. Philippe, c'est à toi. Merci. Allez, Merci. Philippe. Eh bien, ma motivation à être là, j'en ai discuté avec Eric le week-end dernier, de cet aspect du manque, et en fait, il a dû trouver les mots, en tout cas, il a développé en moi l'envie d'assister à davantage d'informations, en tout cas, sur ce sujet. Et Merci, Philippe. je peux vous demander une chose également, si vous pouvez effectivement, comme vous l'a demandé François, vous recentrer un petit peu plus près de lui, parce qu'il y a des moments quand vous bougez, je vous vois plus. Ouais. Ça s'adresse à toi, Eric, quoi. À toi aussi. Ouais. Voilà. Voilà, merci. Vous avez de la chance que je sois d'accord, que je me sente en sécurité. Je suis extrêmement méfiant des écrans. Il n'y a pas de problème. Ok. Vous passez le bâton de parole à qui, Philippe? Qui le veut. Le choix est restreint. Et restez voir ici. Allez, Malika. Annika, Merci. elle nous entend pas? Il faut que tu allumes ton micro, Malika. Ah oui. Je suis à fin de lui. Pourquoi je suis ici ce matin? Parce qu'en fait, j'avais cette curiosité. J'ai fait des études de psychologie à la base. Je me suis arrêtée à la maîtrise de psychologie clinique quand j'ai commencé à travailler en hôpital psychiatrique. Et je me suis pas vue continuer dans ce cadre-là. Ensuite, après, j'ai fait une formation de théâtre et j'ai trouvé un peu plus disons, ma façon de faire du développement personnel avec les enfants, de l'art-thérapie. Et en fait, depuis pas mal de temps, je n'arrête pas, on entend souvent, d'ailleurs, on m'entend souvent m'exprimer, c'est que je trouvais que le bouddhisme apportait tellement de choses et que je trouvais ça un peu dommage qu'on ne le voit pas plus présent, justement, dans la psychologie, etc. Et je voulais voir votre rencontre, je voulais voir ce qui pouvait naître de cette rencontre, en fait. J'étais curieuse de ça. Voilà. Parce que j'ai eu une formation très freudienne. Moi, la fac dans laquelle j'avais pas trop le choix, à vrai dire. Je voulais même m'intéresser à Jung, à d'autres personnes. C'était quelle Voilà. fac? C'est la fac d'Amiens. Okay. Et ils étaient très cliniciens et c'était vraiment, waouh, on n'avait pas trop, même Jung, par exemple, j'ai voulu m'intéresser à Jung, on n'avait pas trop la possibilité. C'est pour ça qu'un peu après j'ai volé de mes propres ailes et j'avais envie de voir votre rencontre, voir ce qui pouvait naître de cette rencontre entre vous en fait et entre nous aussi. Merci. Hein. Ok. On va accélérer le mouvement. Oui, Édouard. Très rapidement, moi c'est Édouard. Donc je m'intéresse au bouddhisme, je passe pas mal de temps à étudier aussi. Puis deux amis que j'aime beaucoup, donc écoutez ce qu'ils avaient à dire sur le sujet. Donc peut-être repartir avec des choses intéressantes ce soir. Ok, merci. Et on peut terminer par Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Anne. Anne, j'ai 72 ans. Je suis bouddhiste depuis 50 ans cette année. J'ai une formation de médecin. J'ai fait une formation qu'on appelle de psychologie contemplative, Karuna. Et donc, bien entendu, j'ai toujours envie d'en savoir plus et de faire le lien
entre l'approche occidentale, si je puis dire, et les approches qu'on dit orientales, qui maintenant, cette opposition n'a plus beaucoup de sens. Et j'ai une patiente notamment, et dont la prise en charge me pose problème. Et donc, voilà, je me suis dit que je cherchais un peu des pistes et des façons de revoir justement d'autres aspects pour trouver d'autres, c'est subtil, hein, d'autres chemins ou d'autres façons justement d'éclairer l'espace, à la fois évidemment pour elle, mais évidemment pour moi aussi. Et moi, je me suis remise à fumer depuis 8 ans, et alors que j'avais arrêté 27 ans, après justement avoir fait une retraite. Et je sais très bien à quoi ça correspond chez moi. Et donc, voilà. Et donc là, moi, j'ai un manque de nicotine, hein, au niveau physique. Hein, et je sais, bon, voilà. Je me suis dit qu'après tout, voilà, mettre un peu de lumière là-dessus, et peut-être il y a même voir des exercices pratiques qui seraient que je pourrais mettre à profit. Voilà. Ok, merci.